Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Le syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est et comment on parvient à s'en dépatouiller, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien en ce jeudi matin si vous m'écoutez au moment où sort cet épisode. Très heureuse comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où je ne vais pas traiter totalement du syndrome du sauveur, j'ai vraiment envie de vous prévenir là-dessus. En fait, aujourd'hui, sur le syndrome du sauveur, j'ai envie de vous apporter une vision qui soit un petit peu différente. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il existe plein de clés, plein de coaching, plein de conseils dans le développement personnel autour du syndrome du sauveur, qui sont très chouettes. J'en ai déjà donné aussi pas mal d'ailleurs sur mon propre podcast, notamment sur l'épisode autour du triangle de Karpman, du syndrome du sauveur, enfin plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus une nouvelle perspective que j'ai envie de vous apporter par rapport à ce syndrome-là. Parce que je pense qu'on est très nombreux à avoir ce syndrome du sauveur. Clairement, et je dis on parce que moi je me sens carrément concernée et que je bosse encore dessus, que je l'ai de moins en moins, je bosse encore dessus. J'ai des petits soubresauts de temps en temps de syndrome du sauveur. Ça revient. Donc je travaille encore dessus en fait. Et du coup, j'aimerais vous partager une vision que j'ai à propos de ça, et des petits inputs, des petites, on va dire des petits enseignements, des réflexions en fait que je me suis fait à ce sujet et des manières de voir en fait le syndrome du sauveur que j'ai pu découvrir en fait au fur et à mesure de mon introspection et au fur et à mesure que j'ai travaillé sur ce syndrome-là chez moi. Et j'aimerais vous les partager parce que moi, ce sont des manières d'appréhender la chose qui m'ont beaucoup aidée à transcender ça, qui m'ont beaucoup aidée en fait à m'en libérer. Je rappelle du coup ce que c'est que le syndrome du sauveur, tout simplement, c'est ce syndrome, ce comportement qu'on a à constamment vouloir sauver tout le monde, donc à vouloir tout faire pour aider quelqu'un, guérir quelqu'un, le sortir de sa misère, le sortir de sa situation compliquée, vouloir faire en sorte que tout s'arrange pour lui, le coacher, le conseiller, l'aider, donc ça peut être au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau moral, au niveau amoureux, etc. C'est comment est-ce que je peux aider cette personne pour qu'elle ne soit plus victime de sa vie et faire en sorte que je l'aide en fait. Et donc ce syndrome du sauveur, c'est vraiment ça, c'est constamment se mettre dans cette posture où on a envie d'aider l'autre, de venir à son secours, de venir à sa rescousse dès que l'autre va être en fait en difficulté. Donc ça peut être momentanément, mais ça peut être aussi sur le long terme. Typiquement, on peut avoir ce syndrome du sauveur dans une relation de couple totalement, où on va se mettre avec une personne qui est en vraie grosse difficulté amoureuse ou émotionnelle, ou qui a toujours ou qui a des grosses difficultés, un gros passif qui n'est pas guéri, qui n'est pas conscient, etc. Et en fait, le fait de se mettre avec cette personne en couple, c'est notamment pour le sauver, pour lui venir en aide, pour lui tendre la main et pour se dire j'ai quelqu'un dont je peux venir au secours, à la rescousse en fait. Donc ça peut être de cette manière-là, de manière très globale et de manière, on va dire, sur le long terme. Et puis ça peut être de manière ponctuelle aussi, ou quand on voit quelqu'un qui est en difficulté de manière passagère, par exemple financièrement, et qui ne nous a pas demandé de l'aide, j'insiste vraiment là-dessus, c'est cette notion de « ok, il faut que je vienne absolument à la rescousse et je lui demande même pas son avis, dans tous les cas, je viens à son secours ». Le syndrome du sauveur, il y a vraiment cette idée-là, c'est qu'en fait, je veux sauver les gens, je veux venir à leur secours, même quand ils ne me l'ont pas demandé. En fait, c'est vraiment cette notion de je me sens avoir la responsabilité de devoir aider et venir en secours de toutes les personnes en difficulté, même quand elles ne me l'ont pas demandé. Il y a beaucoup cette notion-là. Donc je veux sauver. Et il y a cette idée en fait aussi que
c'est même en fait un réflexe, c'est un comportement souvent qui est totalement inconscient. J'ai vraiment envie de dire que c'est important de faire la part des choses parce que c'est tout à fait normal de vouloir venir en aide à quelqu'un qui est en difficulté. C'est un comportement qui est normal, ça ne signifie pas forcément que vous avez le syndrome du sauveur. Quand vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, de vouloir lui venir en aide et surtout de lui venir en aide s'il nous le demande, c'est normal, ça s'appelle de la compassion. J'insiste là-dessus. En revanche, le syndrome du sauveur, c'est ce comportement qu'on a de manière inconsciente, où même quand on nous demande rien, on porte cette responsabilité consciente de sauver tous ceux qui sont en difficulté. J'insiste sur la notion d'inconscient. Pour moi, la manière dont je l'image, c'est un petit peu comme si on était dans un wagon, on avance, et en fait, on veut laisser personne derrière. Ce qu'on veut, c'est vraiment embarquer tout le monde dans notre wagon, dans notre train, quitte à s'arracher le bras parce qu'on est obligé de le tendre en arrière très très fort. Moi, je le vois toujours comme ça. Je suis dans mon wagon, mais je suis en train de m'arracher un bras parce que j'essaye d'emmener quelqu'un avec moi dans mon wagon qui n'arrive pas à sauter dans le train, qui ne veut pas sauter dans mon train aussi. Et parfois même, je force des gens à monter dans mon train. Il y a vraiment cette notion-là, on y reviendra, et d'où l'importance de comprendre ce que c'est que le triangle de Karpman. Il y a vraiment cette notion-là, en fait, j'ai envie de laisser personne derrière. Je suis heureux, il faut que je sauve quelqu'un parce que je peux laisser personne derrière. Je suis heureux, mince, il faut que j'aide des gens malheureux. Et ces petites inputs là que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, notamment, c'est qu'en fait, quand on a ce syndrome du sauveur, on est le premier à en souffrir. On en souffre. Et c'est aussi là-dedans que je dis que c'est vraiment un comportement inconscient, c'est qu'on souffre de notre propre comportement qu'on répète encore et encore et encore et encore. Et une des plus grandes souffrances qui existent chez ceux qui ont le syndrome du sauveur, c'est qu'en fait, on finit par s'oublier. On pense jamais à soi, on se sent... en fait, on se positionne dans un espèce de statut de paillasson où en fait, on va tout le temps vouloir aider les autres, servir les autres, sauver les autres. Et on oublie de s'aider soi, et on s'arrache le bras parce qu'on est en train de tendre le bras en arrière constamment, et on perd des choses en route aussi, et on s'épuise à vouloir sauver des gens qui n'ont pas demandé à être sauvés, ou qui ne veulent pas être sauvés, qui ne veulent pas être aidés. On s'épuise, et on s'oublie. Donc cette souffrance, elle provient du syndrome de l'imposteur qui est finalement, je ne pense pas à moi, je m'oublie. Et c'est là ce que j'ai aussi envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le syndrome du sauveur, ça sert aussi à ça, de manière inconsciente, c'est que ça sert aussi à ne pas s'occuper de soi. Donc essayez d'observer un petit peu. Je vous pose tout simplement la question, votre syndrome du sauveur, est-ce que ça serait pas non plus une fuite pour éviter de vous occuper de vous-même ? Est-ce que ça serait pas un moyen d'aller vous promener chez les autres, voir ce qui se passe chez les autres, et vous dire « Oh là là, il y a beaucoup de travail à faire chez les autres, etc. » pour éviter de vous occuper de vous-même, pour éviter de balayer devant votre porte, pour éviter de vous promener chez vous. Est-ce que le syndrome du sauveur, ça pourrait pas aussi être une fuite parce que c'est tellement désagréable de travailler chez soi, tellement désagréable de faire le ménage chez soi, ou alors on imagine qu'il y a tellement de monstres cachés dans les placards, tellement de poussière cachée sous le tapis, que je préfère ne même pas être chez moi et je préfère aller chez les autres pour les aider à faire le travail parce que je pense que ce sera plus facile que chez moi. Exactement comme dans une maison qui est en bordel, qui est sale et qui est mal rangée, on n'a pas envie d'y passer du temps. On préfère aller passer du temps chez les autres où c'est un peu moins le bordel et les aider à faire la vaisselle plutôt que de s'occuper du monceau d'ordures qu'il y a à l'intérieur de chez nous. Le syndrome du sauveur, ça sert aussi à ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut conscientiser en se posant des questions, en apprenant à être seul, en apprenant à passer du temps seul, en apprenant aussi à s'observer quand on est en cas de crise et en apprenant en fait à s'occuper de nos propres problèmes. Parce que le syndrome de l'imposteur, à mon sens, est aussi un moyen de se détourner de ce qui est important à l'intérieur de soi, de se détourner de ce dont on a peur et de se détourner d'une souffrance intérieure, un vide intérieur. Pour moi, il y a vraiment une notion dans le syndrome du sauveur qui est qu'on n'est pas à l'aise avec le vide. En fait, le besoin de constamment sauver, c'est en gros, j'ai besoin de m'alimenter, j'ai besoin de savoir que je suis utile, parce que je suis en panique si je n'ai personne à sauver, si je n'ai personne à aider. Je ne comprends pas quel est le sens de ma vie si je ne peux aider personne, si je ne peux sauver personne. Je ne sais pas qui je suis si je peux aider personne. Et je suis très mal à l'aise avec l'immobilité et le vide à l'intérieur de moi. Et c'est aussi pour ça qu'à mon sens, le syndrome de l'imposteur, on le transcende aussi beaucoup en apprenant à passer du temps seul, en apprenant à s'ennuyer, en apprenant à être à l'aise avec le vide et en apprenant à regarder ce qui se passe chez soi d'abord.
Et mon conseil, c'est ça, c'est apprenez à rester chez vous. Apprenez à rester chez vous, dans votre chez vous. Asseyez-vous en silence, à l'intérieur. Allez regarder ce qui se trame vraiment au fond de vous, au lieu d'aller vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Apprenez à vous asseoir là où il n'y a rien à faire, rien à être et nulle part où aller. Observez le silence à l'intérieur de vous, observez le vide. Tirez les souffrances de sous le tapis, tirez les angoisses de sous le tapis. Il y a vraiment cette notion d'angoisse. Pour moi, le syndrome du sauveur protège une énorme angoisse d'être seul, d'être inutile, d'être mal à l'aise avec le vide, avec l'immobilité, une peur de la mort. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Encore une fois, je fais pas un podcast entier sur le syndrome du sauveur. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous explique vraiment ces petites observations que moi j'ai pu faire et ce que ça peut cacher aussi, ce que moi j'ai vraiment pu faire. Et je vous disais justement tout à l'heure aussi que ça cache aussi une notion de « je suis qui si j'ai personne à sauver ?» Et ça, c'est une autre observation aussi que j'ai faite, c'est que le syndrome du sauveur, c'est un moyen de se définir. En gros, c'est qui je suis ? Je suis quelqu'un qui est tout le temps en train d'aider tout le monde. Et puis en plus, je me plains que personne ne m'aide ou que je pense jamais à moi, mais c'est moi qui ai ce comportement. Mais ça, c'est une parenthèse. En gros, le syndrome du sauveur, ça permet de définir qui je suis. Pour être un peu plus précis, le fait de tout le temps vouloir sauver, aider, guérir, venir en aide, venir à la rescousse, c'est un moyen pour moi de me définir. C'est un moyen pour moi d'être rassurée sur le fait que je sers à quelque chose, sur le fait que je sois utile, sur le fait aussi qu'on a besoin de moi. Donc, le syndrome du sauveur, c'est un comportement qui sert votre besoin d'importance. C'est un comportement qui vous permet de combler votre besoin absolu d'être important. Je suis quelqu'un d'important, tu te rends compte, je le sauve. Donc c'est inconscient, hein, c'est pas du tout quelque chose où je dis c'est pas du tout comme ça que vous êtes. Je sais très bien que consciemment, il n'y a pas forcément cette notion d'avoir envie de briller, d'être important. Peut-être que oui, mais souvent non. Mais le syndrome du sauveur, c'est vraiment ça. C'est moi, j'ai besoin de savoir que je suis quelqu'un d'important, qu'on a besoin de moi, que je suis demandée. Donc en fait, le fait d'être un sauveur et ce moyen en fait de sauver tout le temps tout le monde, c'est pour être important, pour être utile, pour être vu, pour être un pilier, parce que c'est qui je suis. Et si personne n'a besoin de moi, et si personne n'a besoin que je les sauve, je suis qui ? Je ne suis plus le héros de l'histoire. Alors je suis qui ? Je ne suis plus le chevalier qui vient à la rescousse de telle ou telle personne, mais du coup je suis qui ? Qui je suis ? Et c'est en ça que c'est super intéressant, c'est que le syndrome du sauveur, c'est un comportement, une insécurité de l'ego. C'est un comportement qui se situe uniquement dans l'ego et pas dans le cœur. Le fait de vouloir sauver le monde, ça, c'est l'ego qui veut ça. Le fait de vouloir sauver le monde, c'est l'ego qui entretient ça parce que ça permet de dire qui je suis. Moi, je suis quelqu'un qui est important. Je suis quelqu'un qui a de l'impact. Je suis quelqu'un qui fait ça. Je suis quelqu'un qui sauve. Et typiquement, moi, vous m'avez beaucoup entendu vous dire aussi que j'ai commencé ce métier, j'avais envie de sauver tout le monde. Et je sais que c'est mon ego. Je sais que c'est vraiment mon ego qui était en place. Et il n'y a rien de mal à ça, mais qui entretenait ce narratif de... Moi, je suis quelqu'un qui veut être important, qui veut avoir tel impact. C'est uniquement mon ego. Sauver le monde, c'est l'ego. Sauver les autres, c'est l'ego. C'est un moyen de se définir comme une personne importante. S'occuper de soi, c'est le cœur. Comment est-ce que je peux déjà me sauver moi-même ? Comment est-ce que je peux m'occuper de moi ? C'est pas l'ego, hein. Ça, c'est le cœur. Et moi, je remarque que plus je chemine dans l'humilité, plus j'apprends l'humilité, moi, j'ai envie de sauver le monde. Et même toute ma mission professionnelle, elle prend un sens qui est différent, un goût qui est différent. J'ai plus envie de sauver le monde aujourd'hui. J'ai plus envie de sauver le monde, j'ai plus envie de révolutionner le monde, j'ai même plus envie d'avoir un empire qui révolutionne le monde. Moi, j'ai déjà envie de m'occuper de moi, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'avoir de la joie, j'ai envie d'avoir du kiff. Et je remarque que du coup, mon métier prend une tournure qui est différente. Même mes podcasts, ça fait quand même un moment où vous sentez qu'il y a des tournures qui sont différentes, mes enseignements sont différents. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus incarné, c'est beaucoup plus vrai aussi, mais parce qu'en fait, j'ai plus envie de sauver le monde. Je suis désolée, j'ai plus envie de vous sauver, en fait. Avant, j'avais vraiment envie de vous sauver. Enfin non, en fait, je suis même pas désolée. J'ai plus envie de vous sauver. J'ai déjà envie de m'aider moi. Et je m'aide aussi en partageant ce que je vous partage. J'ai envie de kiffer, donc j'ai envie de faire ce que je kiffe. Et je kiffe faire des podcasts, et donc je le fais. Mais j'ai plus envie de vous sauver. Je me dis aujourd'hui, ça tombera dans l'oreille de ceux chez qui ça tombera. Et c'est très bien comme ça. Ça veut pas dire que ça revient jamais. Ça veut pas dire que j'ai plus d'ego. Hein, il est bien en place.
Ça veut pas dire tout ça, mais ça veut dire aussi que mon syndrome du sauveur, qui est une insécurité uniquement de l'ego, un syndrome qui se situe uniquement dans l'ego, il a beaucoup moins de puissance parce qu'en fait, j'apprends à apprivoiser mon ego, j'apprends à l'observer, j'apprends à ne plus forcément l'écouter, j'apprends à ne plus le laisser leader et guider ma vie. Et donc, c'est vraiment ce truc dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que le syndrome du sauveur, c'est vraiment un truc à propos de l'ego, à propos de qui je suis. Si vous êtes constamment en train de sauver tout le monde, c'est parce que vous avez besoin de savoir que vous êtes important et que tout le monde a besoin de vous. Et vous avez besoin de savoir que vous êtes une bonne personne qui sauve. Vous avez besoin de savoir que vous êtes un héros, un chevalier. Pas forcément avec le besoin de briller, mais avec le besoin de savoir, moi, c'est qui je suis. Et c'est comme ça que je me définis. Je me définis en sauvant les autres. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est si demain t'as personne à sauver, t'es qui ? Si demain tu sauves plus personne et que tu te mets avec quelqu'un qui est déjà guéri, qui n'a pas besoin de toi, comment tu te définis ? Ça va être quoi ton identité ? Comment tu vas te sentir ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup observé, notamment dans des relations amoureuses. J'ai vu beaucoup de personnes se mettre en couple avec des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Ces personnes-là avaient tellement un syndrome de l'imposteur fort et complètement dans le subconscient, qu'à chaque fois, ils se mettaient avec des personnes qui étaient traumatisées, qui avaient besoin d'être guéries sur des tas de choses, qui avaient un très lourd passif, qui avaient besoin d'être sauvées en fait. Et ils se mettaient en couple en voulant sauver l'autre. Et dès que l'autre allait mieux, hop, plus d'intérêt dans la relation, donc je suis plus amoureux. Et moi, tout ce que je peux souhaiter à ces personnes-là, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout besoin d'être sauvé, qui n'a pas besoin de l'autre, qui est très bien comme elle est. Et là, ça crée un malaise. Et là, ça nous met à, en fait, je sers à quoi ? Et je suis qui ? Si je suis pas un sauveur, alors je suis qui ? Si je suis pas le chevalier servant, alors je suis qui ? Donc en fait, travailler sur le syndrome du sauveur, pour moi, c'est un travail identitaire. C'est comment j'apprends à me définir sans l'autre ? Comment j'apprends à me définir sans sauver l'autre ? Comment je réapprends qui je suis en tant qu'adulte quand je ne suis plus l'enfant qui sauve la famille et qui prend la responsabilité de tout. Parce que le syndrome du sauveur, ça vient aussi beaucoup de ça. Ça vient aussi beaucoup de cette posture qu'on a eue en tant qu'enfant, de soit faire le lien entre les différentes personnes dans la famille, soit prendre la responsabilité de la souffrance d'un des parents ou de plusieurs des parents ou d'un frère ou d'une sœur, et de se dire en fait, il faut que je sois fort, il faut que je sois le pilier, donc c'est moi qui dois sauver tout le monde, c'est moi qui dois guérir tout le monde. Et on trimballe encore ce comportement en tant qu'adulte. Donc, je suis qui quand je sauve plus ? Et je suis qui en tant qu'adulte si je ne suis plus l'enfant qui sauve tout le monde ? Donc ça, c'est les petites insights, les petites inputs que j'avais envie de vous donner sur le syndrome du sauveur. J'ai peut-être fait un cafouillage plusieurs fois dans le podcast, mais j'insiste qu'on parle vraiment du syndrome du sauveur. Et j'aimerais rappeler, pour quand même remettre un peu de perspective sur les choses, j'aimerais parler du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman qui en fait est une triple posture. C'est-à-dire que, imaginez un triangle et sur chaque pointe, il y a une posture qu'on a en fait dans notre vie par rapport aux relations qu'on entretient. La première pointe, c'est le sauveur, la deuxième pointe, c'est la victime, la troisième pointe, c'est le bourreau. Donc si je me situe dans la posture du sauveur, ça veut dire que j'essaye de sauver une victime. Ok ? Si je me situe dans la posture de la victime, ça veut dire que j'ai un bourreau, mais ça veut dire aussi que je peux avoir un sauveur. Et si je me situe dans la posture du bourreau, ça veut dire que j'ai forcément une victime. Et c'est là où justement j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus ce que ça vient faire par rapport au syndrome du sauveur, c'est que très souvent, comme je l'ai dit en début de podcast, quand on se situe dans ce syndrome du sauveur et qu'on veut sauver quelqu'un qui n'a pas demandé à l'être, on se croit sauveur. Très généralement, on est bourreau. On croit qu'on sauve une victime, sauf que cette personne-là, vu qu'on la sauve contre son gré, parfois on veut sauver quelqu'un, on lui fait faire des choses, on lui donne des conseils constamment, on peut même la harceler, on peut même avoir des comportements et faire des choses et donner des conseils et prendre des décisions à sa place, etc. en voulant la sauver. Sauf que cette personne n'a rien demandé, c'est pas comme ça qu'elle a envie d'être aidée. On devient son bourreau, on se croit sauveur, on est le bourreau et on a une victime. Et c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est que quand on a le syndrome du sauveur, très souvent, bien sûr on peut être sauveur, mais très souvent on est bourreau également. Quand on sauve quelqu'un contre son gré ou quand on sauve quelqu'un alors qu'il n'a pas demandé à l'être, ou ce n'est pas nos compétences de sauver quelqu'un parce que cette personne a besoin d'être aidée par exemple par un professionnel, on peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc on devient très souvent le bourreau. Et, c'est là où c'est pas fini,
On souffre de cette posture où on est constamment en train de s'épuiser à vouloir sauver quelqu'un et on voit que ça marche pas, on n'arrive pas à le sauver. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on devient victime. On est la victime de cette situation également. Et celui qu'on est en train de sauver, qu'on croyait être la victime qu'on veut sauver, ça devient notre bourreau. Donc en fait, le triangle de Karpman, c'est un jeu de posture qui est très intéressant. C'est un peu comme un jeu de pouvoir, qui est que quand on se place sur une des pointes, en fait, on finit toujours par glisser sur les autres. Quand on est un sauveur, on devient facilement un bourreau et on devient également facilement la victime de la situation. Et donc la victime qu'on tente de sauver devient facilement le bourreau également. Et elle peut aussi devenir le sauveur parce que c'est elle qui finit par nous aider. Donc comprendre ces jeux-là, ça permet de remettre ça en perspective. Vous n'êtes jamais que le sauveur. Jamais. Vous êtes aussi forcément la victime, forcément le bourreau. Ça permet de tout remettre en perspective. Et je sais qu'en fait, en voulant faire le bien, on ne fait pas que du bien. C'est très important et j'insiste aussi là-dessus parce que quand on a ce syndrome du sauveur, on ne fait pas que du bien aux autres. Et je parle en connaissance de cause. Et parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un, pour l'aider, c'est de ne pas l'aider. C'est de ne pas le sauver. Ça peut être dur à entendre, mais c'est important de comprendre que c'est d'abord de soi dont on doit s'occuper. Et c'est la même chose pour les couples, les amis, pour tout, mais aussi pour les coachs, les thérapeutes, etc. Beaucoup de personnes ont ces métiers de coach, de thérapeute, etc. pour sauver les autres. J'insiste sur le fait qu'un bon coach, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui se sauve déjà lui-même, qui travaille déjà sur lui, qui se vient en aide au lieu de vouloir sauver les autres constamment. C'est important de revenir au cœur et de s'occuper de soi plutôt que d'être constamment occupé à vouloir sauver le monde parce que ça, c'est uniquement l'ego. Et que quand on est dans cette quête menée par l'ego de sauver le monde au lieu de s'occuper de soi, on projette énormément de choses sur l'autre, donc on projette nos ombres, on projette nos attentes, on projette nos blessures et c'est dangereux, on fait en général plus de mal que de bien. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme petite réflexion autour du syndrome du sauveur. Ce sont des choses que j'ai pu constater, observer chez moi et qui m'ont été très utiles. J'espère que ça pourra l'être aussi pour vous. Voilà, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire, comment vous vivez les choses, comment vous vous situez, peut-être que vous êtes sorti de ce syndrome du sauveur-là, peut-être que vous vous reconnaissez carrément dedans, peut-être que pas du tout, peu importe. Je serais très heureuse de vous écouter. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite. Bye bye.